intervention. Alors peut-être, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous allez peut-être nous expliquer un petit peu les teneurs du rapport qui a été écrit sur cette question et les différentes pistes qui peuvent en sortir pour réparer justement ces spoliations, ces confiscations. Merci beaucoup. Tout d'abord, peut-être en introduction, je voudrais dire que, et ça va être un leitmotiv tout au long de cette présentation liminaire, que nous sommes là pour discuter et que, en cela, toutes les contributions, tous les apports, tous les éléments peuvent être complémentaires, et dans cette question des réparations, nous pouvons la voir sous plusieurs angles, mais au bout du compte, tout ce que nous voulons, c'est la réparation du préjudice et que justice soit rendue au peuple arménien. Je crois que c'est la volonté de tous, ici, autour de cette table, et qui a été largement exprimée par le catholicos Alan Ier. Donc nous ne devons pas chercher à nous opposer dans nos approches, mais au contraire à les rassembler, les fédérer, les organiser pour qu'elles aient des chances d'aboutir. Cette année 2015 marquait le centenaire du génocide des Arméniens et a permis de développer un certain nombre d'approches. D'abord une approche historique, lors du colloque qui a eu lieu ici en France au mois de mars, où nous avons vu un certain nombre de développements sur cette question des réparations, que ce soit par un certain nombre de jeunes chercheurs turcs, Mehmet Polatay ou Ümit Kürt de l'université de Clark, et aussi du professeur Declan Kouyoumjan ici présent, que je voudrais saluer, qui a été un des premiers à étudier de manière approfondie la spoliation des biens arméniens et dont les ouvrages font aujourd'hui référence en la matière. Nous avons eu également un colloque organisé par la FAJA au mois de mai dernier qui a apporté une vision juridique de cette question et notamment sur la jurisprudence internationale sur laquelle il est possible ou difficile de s'appuyer pour obtenir justice. Ce que nous avons proposé avec la FRA, avec ce groupe d'études sur les réparations pour le génocide des Arméniens, que je vais désormais appeler GERCA, c'est une approche politique de cette question. Les 4 membres de ce groupe ont travaillé pendant près de 3 ans et ont consulté des dizaines de chercheurs, compulsé des dizaines d'études sur le sujet, ont commandité un certain nombre d'analyses. La version française de ce rapport a été faite, a été traduite et sera prochainement éditée par le CPCA. Cette approche donc ne se veut pas unique. Elle cherche simplement à fixer une terminologie et un cadre à ce processus de réparation. Ce travail n'est pas non plus une finalité, mais le début d'un processus à ce stade qui n'engage que ses auteurs. D'ailleurs, en ce moment même, nous, Mouvement des Haïtad, ANC, Bureau de la cause arménienne, nous sommes en train de travailler sur ce document pour l'enrichir et l'approfondir. Et c'est pourquoi je veux dire que je ne vois pas dans les différentes interventions de cette table ronde d'opinions divergentes. Au contraire, il y a des idées différentes qui doivent s'additionner, se compléter, se renforcer mutuellement. Et c'est là que je commence à développer, parce que si nous devons parler de réparation, nous devons d'abord définir les torts qui ont été causés. Le premier principe que nous avons posé, c'est qu'un crime a été commis. Le génocide des Arméniens par la Turquie héritière de l'Empire ottoman. Et que ce crime a entraîné des torts pour le peuple arménien et qui doivent être réparés pour que la victime du crime puisse, si elle ne peut oublier, au moins pardonner, ouvrant là la voie à la réconciliation. Dans ces torts qu'on a identifiés, il y a 2 grandes catégories. Ce qu'on a appelé les torts permanents, c'est ceux qui ne peuvent être jamais rectifiés entièrement ou directement. Il s'agit notamment de l'assassinat, de la torture, du viol des Arméniens, de la destruction des familles, des structures communautaires et de la structure politique, comme l'a évoqué Chiara, du traumatisme psychologique qui en résulte. Par exemple, nous n'avons aucun moyen de ramener à la vie les morts, ni de faire revivre les personnes qui auraient été leurs descendants aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen d'effacer les souffrances d'un viol une fois qu'il a été infligé. Cependant, la réparation partielle indirecte pour ces torts permanents est possible, grâce, comme il a été dit, peut-être à une indemnisation qui contribue à soutenir l'accroissement démographique des Arméniens. Deuxième grande catégorie, les dommages matériels cette fois-ci, qui comprennent l'expropriation des biens mobiliers et immobiliers, y compris les entreprises, et cela inclut à la fois les biens nationaux dont Chiara m'a parlé et les biens privés, ceux qui appartenaient à des personnes privées. Il est possible de les retourner, c'est là la voie qui a été choisie, je reviendrai dessus,
comme l'a dit Kiram, la première demande, c'est une demande en restitution, et dans des cas très circonscrits, de pouvoir en demander un dédommagement, en tous les cas de ne pas enlever cette possibilité. Bien entendu, tout ceci se mélange, il y a des torts mixtes, comme il a été considéré par exemple que l'esclavage est à la fois un tort permanent et matériel, et là-dessus, on y revient. Deuxième grand principe que nous devons poser, c'est celui du processus, et qui va là au-delà des analyses du GERCA. Il peut se résumer en 4 grandes phases que je vais développer, qui regroupent 8 étapes au total. Chacune de ces phases est très imbriquées les unes dans les autres, on ne peut pas dire quand l'une commence, quand l'autre se termine, mais je les ai distinguées pour un souci de clarté. Phase 1, l'identification des torts et l'évaluation des préjudices actualisés. Là-dessus, le GERCA a adopté une attitude qui est de dire non pas quelle valeur avaient les biens au moment où les torts ont été commis, mais quelle serait cette valeur au jour d'aujourd'hui. Et donc à réactualiser dans une approche d'assurance les critères. Cet établissement progressif des torts permanents et des biens matériels spoliés, c'est ce qui est aujourd'hui engagé, que ce soit au travers du travail du collectif 2015 Réparation sur les biens nationaux, au travers de ce qu'a fait le Catholica de 6, et nous continuons sur ces éléments. S'agissant des torts permanents, à savoir les vols, les viols, les tortures, etc., il a été établi une méthode également de calcul reposant sur des calculs actuariels. 2 méthodes qui ont été élaborées, je vais aller directement au résultat. La première méthode aboutit qu'en données actualisées, les préjudices permanents s'établissent aux alentours de 70 milliards de dollars, et l'autre méthode aboutit à un calcul aux alentours de 104 milliards de dollars. On ne parle ici que des biens permanents, des torts permanents, c'est-à-dire les morts, les viols, etc., ce qu'on a évoqué, le patrimoine politique. S'agissant des biens matériels spoliés, le GERCA propose une méthode d'analyse différente. En fait, elle propose une méthode d'analyse au cas par cas, compte tenu du bénéfice généré par la spoliation. C'est-à-dire de ne pas dire, voilà, j'ai pris un terrain, mais sur ce terrain, moi j'en ai tiré un bénéfice parce que j'ai établi une entreprise qui aujourd'hui vaut des milliards, et donc c'est sur la base de ce bénéfice que j'ai réalisé par cette spoliation que je dois établir la restitution et la réparation. Elle peut se distinguer entre propriété étatique ou propriété privée et la capacité de la victime à prouver matériellement sa spoliation ou pas. Le groupe de travail estime que c'est un débat entre nous, et nous avons vu que le Catholica de Cilicie ne réclame que la restitution physique et que, comme Kiram, ne réclame que la restitution physique des biens et pas d'indemnisation matérielle, mais la réparation qui va avec. Et que tout bien, mais que dans l'expertise, tout bien peut avoir une valeur, et que s'il n'est pas restitué physiquement, il doit néanmoins être estimé financièrement. C'est là que se trouve la complémentarité des démarches, mises en avant par nos différents collectifs, et c'est là que nous devons encore avancer et travailler. S'agissant maintenant d'une catégorie particulière des biens spoliés, à savoir les territoires nationaux, le GERCA a mené une analyse juridique des traités qui l'a amené à retenir comme territoire national à restituer les territoires de l'arbitrage de Wilson. En effet, et là je vais faire un petit développement, le 26 avril 1920, les forces alliées de la Première Guerre mondiale ont présenté un compromis, demande au président des États-Unis, Woodrow Wilson, en lui demandant de déterminer la frontière entre la République d'Arménie et la Turquie. Le 17 mai 1920, le secrétaire d'État a informé l'ambassadeur américain en France que le président avait accepté d'agir en tant qu'arbitre. L'article 89 du traité de Sèvres du 20 août 1920 a confirmé le renvoi à l'arbitrage de Wilson. La sentence arbitrale de Wilson, découlant du traité, a fixé la frontière entre la Turquie et l'Arménie dans les vilayets d'Erzurum, de Trébizond, de Van et de Bitlis, ce qui exigeait le transfert du territoire de ces régions de l'Arménie et donnait à l'Arménie un accès à la mer. Alors que le traité lui-même devait être ratifié par les États signataires pour porter pleinement en vigueur en vertu du droit à l'arbitrage international, une fois que demande d'arbitrage est faite et acceptée, la décision d'arbitrage devient obligatoire pour les parties qui s'y réfèrent, peu importe si d'autres instruments connexes tels qu'un traité entrant en vigueur, tels que le processus d'arbitrage répond aux 4 critères d'une sentence arbitrale valide et juridiquement contraignante. Le procès de la sentence arbitrale de Wilson répondait donc à ces critères. Ce qui veut dire que, quel que soit le traité qui est désormais en vigueur,
qu'il soit le traité de Sèvres ou le traité de Lausanne, à partir du moment que l'Arménie et la Turquie avaient accepté l'arbitrage de Wilson, les terres de l'arbitrage de Wilson, indépendamment de tout traité, sont les terres nationales arméniennes. De la validité de cette sentence arbitrale, il reste que l'occupation de l'Arménie wilsonienne par la Turquie constitue une violation d'une obligation internationale. C'est-à-dire que le droit international nous donne en plus raison là-dessus et peut porter l'objet d'une poursuite, notamment par le renvoi à la CIJ, la Cour de justice internationale, en vertu de l'article 36.2 de cette même Cour, qui lui permet de décider par la nature et la revendication de la réparation d'être d'une violation d'une obligation internationale. Par conséquent, en dépit de la longue occupation du territoire selon la sentence arbitrale, la Turquie ne possède pas de titre juridique pour ce territoire et de facto sa souveraineté est simplement un contrôle administratif par la force des armes. L'occupation belligérante ne donne pas l'autorité légale sur le territoire, l'occupation continue depuis 1920, les changements démographiques forcés ou non sur le territoire en question et l'élimination des signes culturels extérieurs et de désignation du territoire n'ont aucun effet sur la légalité du contrôle du territoire par la Turquie. Fin de citation du rapport de l'EGERCA. La phase 2, parce qu'une fois qu'on a identifié et évalué ces réparations, ce n'est pas suffisant, c'est ce que le GERCA appelle la phase du dialogue politique. Deuxième point, deuxième étape, reconnaissance de la responsabilité de tel ou tel groupe en tant que bénéficiaire direct du tort causé. C'est la méthode la plus simple. C'est celle qui consiste à dire que l'auteur du crime pour réparer a la volonté exprimée de réparer. On pourrait dire qu'il s'agit de la voie « je reconnais, donc je répare », et dans ce cas, il y a l'établissement d'un dialogue politique direct entre les parties, ou un dialogue tripartite impliquant un arbitre qui intervient pour garantir l'équilibre du process et de la solution retenue. C'est cette dernière version qui a les faveurs du GERCA, car je les cite, « Il y a asymétrie de pouvoir profond entre les groupes qui représentent l'héritage du génocide et qui peuvent seulement être atténués par des mesures matérielles. Le dialogue non seulement laissera intacte cette asymétrie, mais il l'aggravera probablement au détriment des Arméniens. Alors que le dialogue pourrait conduire à une amélioration des relations, ce sera au prix de la renonciation aux revendications des réparations matérielles et même symboliques de la part des Arméniens et de l'acceptation de leur position subalterne par rapport à l'État et à la société turque. Je clôt la citation. Ce qui veut dire que l'arbitre est là pour garantir l'équilibre de la balance. Si cette voie échoue, ou si l'auteur du crime ou le bénéficiaire du crime ne peut pas utiliser cette voie, alors il existe encore une autre voie, qui est la mise en accusation ou le procès des responsables actuels de ces torts et de l'évaluation de la responsabilité de ces auteurs. C'est là où le droit international intervient. C'est-à-dire que si on n'arrive pas par la voie de la discussion et du dialogue, il y a encore la possibilité de la contrainte. C'est dans cette voie, c'est à ce stade qu'est aujourd'hui le Catholicosat de Cilicie, et demain, d'autres démarches peuvent être engagées, comme par exemple, à l'exemple des biens spoliés de Chypre Nord, des démarches en réparation ouvertes par les détenteurs de titres de propriété en Turquie actuelle. On est là dans la contrainte et non plus dans le dialogue politique. Phase 3, l'indemnisation ou la réparation réelle. Une fois ce dialogue politique engagé et la réparation juste partagée entre les parties, se met en place la réparation réelle, à savoir, comme l'a dit Kéram, le retour de tous les biens expropriés disponibles, y compris donc les territoires occupés. Si les biens ne sont pas disponibles ou sont détruits, évaluation du bien ou du préjudice en vue du versement d'une indemnité compensatoire versée soit au demandant direct identifié, soit dans le cadre d'un accord d'indemnisation global. On peut parfaitement imaginer que dans ce cadre, que face à une colonne à restituer, à indemniser, il puisse y avoir une colonne de nouveaux droits qui viennent compenser cette soute. Ainsi, le GERCA cite, l'État turc doit fournir un appui politique et apporter un autre soutien à la viabilité à long terme de l'État arménien et de l'identité arménienne à l'échelle mondiale. Au-delà des réparations matérielles et de la cessation des activités nuisibles et supplémentaires, comme le blocus de 2 décennies à la frontière turco-arménienne, la Turquie doit prendre des mesures constructives, y compris la défense des intérêts diplomatiques de la République d'Arménie et de la protection de la République contre des menaces externes à sa sécurité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si la Turquie se met en place pour dire « je répare parce que je deviens un allié de l'Arménie », à ce moment-là, on peut évaluer quel est le coût de cette alliance. Versement des indemnités d'assurance décès,
ce sont que des possibilités, ce n'est pas des choix. C'est-à-dire c'est des portes qui sont ouvertes. Il n'y a pas de dire c'est cette méthode, c'est ce choix-là qu'on va faire. Mais c'est de dire cette porte-là existe. Versement des indemnités d'assurance décès aux morts, la perte des institutions culturelles et religieuses, retour des institutions religieuses rétablies dans leur droit. Enfin, phase 4, pour tous ces éléments-là, il y a la phase de réconciliation. C'est-à-dire qu'une fois que la réparation effective est réalisée, la victime peut alors pardonner et engager par reconnaissance, excuses et commémorations partagées, prises en charge par l'État qui a commis le crime. Mesures visant à soutenir la constitution et la viabilité à long terme du groupe des victimes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de réparer pour le présent, mais également de continuer à réparer pour le futur. La société civile turque est tentée, parce qu'elle n'a pas de prise sur le reste du processus, à commencer par cette phase de réconciliation, alors qu'elle ne peut intervenir pour qu'elle soit acceptée qu'après les autres phases, pour qu'elle soit réellement acceptée par les victimes et n'apparaisse pas en retour humiliatoire pour le peuple turc. Il est donc important de mettre en avant dans cette phase la dimension éducative et pacifique du processus. Il est aussi important que ceux qui ont d'ores et déjà convaincu et souhaitent adopter des excuses et des commémorations partagées de participer activement à l'élargissement de la base des individus qui, du côté de la Turquie, devront mettre en œuvre les autres phases. Tout ceci ne peut se mettre en place s'il n'existe pas une 9e étape préalable qui n'est pas évoquée par le GRK et qui, à mon avis, conditionne le bon déroulement du reste. Et je voudrais finir par ce point-là. C'est ce que j'appelle les mesures réparatrices visant à instaurer la confiance entre les parties. Je me souviens que lors d'une discussion que nous avions au Quai d'Orsay, les diplomates tentaient de nous convaincre de changements possibles en Turquie. Je mets changements possibles entre guillemets. C'était quelques mois avant les fausses condoléances de M. Erdogan. On nous disait, si tel ou tel mot était employé, seriez-vous prêt à un dialogue avec la Turquie et à reconsidérer que la question du génocide est réglée? C'était une question. Nous avions alors indiqué, et j'ai des témoins dans cette salle, que la question politique ne se limitait pas à la reconnaissance, mais aussi à la réparation du crime. Et que si la Turquie voulait démontrer sa bonne volonté à ouvrir un dialogue politique en vue d'une solution à la question arménienne, c'est-à-dire tout ce que je viens d'exposer auparavant, tout ce qui a été dit par sa sainteté Aram Ier, tout ce qui a été développé par Kerem Kevonian, les éléments, même s'ils sont des politiques de petits pas évoqués par Ala Kochunian, qu'il lui était très facile, et que sans que ça lui coûte quoi que ce soit, d'établir des mesures réparatrices pour établir la confiance. À savoir, la destruction de tous les monuments, rues et avenues dédiés aux auteurs du génocide arménien, Talat, Enver et autres jeunes Turcs. Abolition de l'article 301 du Code pénal, qui permet de poursuivre quiconque reconnaît le génocide des Arméniens au titre d'une insulte à l'État turc. Reconnaissance officielle des sentences prononcées lors du procès des unionistes de 1919 comme étant valables et par là même ayant condamné à mort les auteurs du génocide à la peine de mort par contumace pour crise de lèse-humanité. 4. Arrêt de toutes les subventions publiques à des organismes assurant la promotion du négationnisme du génocide des Arméniens en Turquie ou sur le plan international. 5. Modification des manuels scolaires et universitaires présentant les Arméniens comme des traîtres et justifiant directement ou indirectement le génocide des Arméniens. Point 6. Réhabilitation des 650 intellectuels, hommes politiques, etc., arrêtés et exécutés le 24 avril 1915 au nom d'une supposée traîtrise à la nation. Réarménisation des noms des villes et des villages, comme cela a été fait après la chute de l'URSS, dans les zones habitées par les Arméniens. Et point 8, que je n'avais pas évoqué dans le Quai d'Orsay, comme vient de dire, comme l'a dit, restitution du catholicat de celui-ci, comme le demande le catholicos Aram Ier. Nos interlocuteurs français à l'époque ont bien pris note en vue de transmettre à M. Davutoglu, alors ministre des Affaires étrangères. Force est de constater qu'il n'y a rien de tout ça encore aujourd'hui. Mais je crois fortement que tout ce processus ne peut s'engager que si ces gestes concrets sont réalisés. Nous devons les demander à la Turquie, à la société civile turque, qui sera sans doute plus à même de nous écouter, et reprendre ces points. Et nous devons le demander à la communauté internationale, et en particulier à la France et à l'Europe, qui doit maintenant fixer à la Turquie les mesures concrètes attendues pour l'établissement d'un dialogue arméno-turc, condition indispensable à la poursuite de son intégration européenne. Si ces points-là qui garantissent la confiance entre les parties ne sont pas mis en place, alors nous ne pouvons pas imaginer le début d'un dialogue arméno-turc. Ainsi nous bouclons la boucle.
Et nous revenons sur le point qui a fondé le règlement politique arméno-turc, à savoir la résolution du 18 juin 1987, que nous avons fêté hier les 28 ans. Et à cet instant, pour conclure, je voudrais avoir une pensée pour son principal artisan, le regretté Henri Saby. Je vous remercie.